Le pouvoir en France, un vrai casse-tête, non? Entre le président, le Premier ministre, le Parlement, on peut vite s'y perdre. Mais en réalité, c'est une mécanique fascinante. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble, pièce par pièce. Alors voilà, la question qui est sur toutes les lèvres. Au fond, qui tire vraiment les ficelles en France? Pour y répondre, on ne va pas y aller par quatre chemins, on va retourner aux bases, aux fondations même du système. Ok, première étape, les fondations. Parce que pour vraiment saisir qui fait quoi, il faut d'abord comprendre les plans, les grands principes sur lesquels tout le reste est construit. Et le concept absolument central, c'est celui d'état de droit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien c'est simple, en France, personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Ni le gouvernement, ni le président. La règle du jeu, c'est la Constitution, et elle s'applique à tout le monde. C'est la garantie ultime contre l'arbitraire. Et pour être sûr que ça fonctionne, la Constitution a mis en place un garde-fou essentiel, la séparation des pouvoirs. On a donc trois pôles bien distincts, l'exécutif qui met en œuvre la loi, le législatif qui l'écrit et l'autorité judiciaire qui veille à ce qu'elle soit respectée. Le but est limpide, empêcher qu'une seule personne ou un seul groupe ait tous les pouvoirs. Allez, on zoome sur la première branche, le pouvoir exécutif. Et c'est là que ça devient assez particulier, on va dire, parce que la France a un système assez unique au monde, avec un exécutif à deux têtes. Alors comment ça marche ce duo? D'un côté, on a le président de la République. Lui, il est élu par tout le monde au suffrage universel direct. C'est le chef de l'État, il incarne la nation. Et de l'autre côté, on a le Premier ministre. Attention, lui n'est pas élu directement, il est nommé, c'est le chef du gouvernement. Pour simplifier, on pourrait dire que le président donne la grande direction et le Premier ministre est aux manettes au jour le jour. Un équilibre qui peut être, disons, précaire. Et cette relation, elle n'est pas juste une habitude, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. L'article 8 est on ne peut plus clair, le président de la République nomme le Premier ministre. Point, c'est son pouvoir. Mais on va voir que la politique, c'est souvent un peu plus compliqué que la théorie. Et justement, parlons-en de ces complications. La plus connue, c'est la fameuse cohabitation. Alors ça, c'est un scénario que personne n'avait vraiment imaginé en écrivant la Constitution. Imaginez, le président est d'un bord politique, mais les élections législatives donnent la majorité à l'opposition. Que se passe-t-il? Eh bien, dans les faits, le président n'a pas vraiment le choix. Il est obligé de nommer un Premier ministre qui vient de cette majorité adverse. Et là, forcément, le partage du pouvoir devient tout de suite beaucoup plus tendu. Bon, on a vu l'exécutif, passons maintenant à l'usine à loi, le pouvoir législatif. C'est vraiment le cœur battant de la démocratie, là où les idées et les débats se transforment en règles qui s'appliquent à tous. En France, on a ce qu'on appelle un parlement bicaméral. Ça sonne un peu compliqué, mais ça veut juste dire qu'il y a deux chambres, deux assemblées. Pourquoi deux? Eh bien l'idée, c'est d'avoir un double regard. Une chambre qui représente directement les citoyens et une autre qui représente les territoires. Mais attention, ces deux chambres ne sont pas sur un pied d'égalité. On parle même de bicamérisme inégalitaire. L'Assemblée nationale, avec ses députés élus directement par le peuple, a clairement plus de poids. C'est elle qui peut, par exemple, faire tomber le gouvernement. Le Sénat, de son côté, est vu comme une chambre plus sage, qui apporte un contrepoids. Même la durée des mandats n'est pas la même. Pour les députés, c'est 5 ans, un mandat qui est maintenant calé sur celui du président. Pour les sénateurs, c'est un peu plus long, c'est 6 ans. Ils ne sont pas tous remplacés d'un coup. L'idée, c'est d'assurer une certaine stabilité, une continuité. Alors comment une loi est-elle votée? Ça passe par la navette législative. En gros, un texte fait des allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Mais, et c'est un grand mais, s'il n'y arrive vraiment pas, le gouvernement est une carte en main. Il peut décider de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, et ça, c'est la preuve ultime que c'est bien elle qui a le dessus. Non, on a vu qu'il y a le pouvoir. Mais un pouvoir sans contrôle, ça peut vite déraper. Alors la question c'est, comment le système fait-il pour garder tout ça en équilibre? Quels sont les contre-pouvoirs? Le concept fondamental ici, c'est la responsabilité politique. C'est une idée toute simple. Le gouvernement doit rendre des comptes au Parlement qui représente le peuple. C'est la base du contrat démocratique en quelque sorte. Et pour ça, le Parlement a un outil redoutable, une sorte d'arme nucléaire politique, la motion de censure. Si une majorité absolue de députés la vote, c'est radical, le gouvernement doit démissionner. Mais, il faut le dire, c'est une arme très difficile à utiliser. Tellement difficile qu'elle n'a réussi qu'une seule fois, en 1962. Ça donne une idée. Mais le contrôle ne vient pas que du Parlement. Il y a aussi des arbitres judiciaires. D'abord le Conseil constitutionnel. On peut le voir comme le gardien du temple de la Constitution. Son rôle, c'est de vérifier que les lois votées sont bien conformes à notre texte fondamental. Et puis il y a le Conseil d'État, la Cour suprême pour tout ce qui concerne l'administration, qui s'assure qu'elle-même respecte les règles. Maintenant qu'on a vu la grande mécanique, il faut redescendre sur Terre et voir comment tout ça se connecte concrètement au terrain, à la vie locale, et même au-delà de nos frontières.
Et tout part de la base. En France, on a un nombre absolument dingue de communes, près de 35 000. C'est vraiment la brique de base de notre démocratie, le niveau le plus proche des gens, là où se gère le quotidien. De ces communes, on remonte d'un cran. Les votes des citoyens, circonscription par circonscription, vont élire 577 députés. Ce sont eux qui forment l'Assemblée nationale, ils sont le pont, le lien direct entre les préoccupations du terrain et la grande machine à loi à Paris. Et tout en haut de cette pyramide, au sommet, on trouve une seule personne, élue par l'ensemble des citoyens, le président de la République. C'est lui qui, en théorie, incarne l'unité de la nation. Et l'histoire ne s'arrête même pas là. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la France fait partie de l'Union européenne. Et ça ajoute une couche supplémentaire au millefeuille. Beaucoup de lois qui nous concernent sont aussi discutées et décidées au niveau européen. Alors au bout du compte, que faut-il penser de tout ça ? Est-ce que ce système complexe, avec tous ses contre-pouvoirs, est la clé d'un équilibre démocratique ? Ou est-ce que c'est une machine infernale, parfois vouée au blocage ? Eh bien, c'est peut-être un peu des deux. Et c'est toute la tension, toute la richesse, mais aussi toute la difficulté de la vie politique française.